On y va? Bien, bonjour à tous. Je me présente Henri Drichcourt. Je suis le cofondateur d'une plateforme qui s'appelle Triple Performance, qui est une plateforme de partage de connaissances. Aujourd'hui, on va parler biostimulation et puis stress climatique, qui est un sujet juste un petit peu d'actualité, même si aujourd'hui, on va plutôt avoir le ciel qui va nous tomber sur la tête. Mais voilà, sinon, c'est un sujet d'actualité. Un panel très intéressant pour parler de ce sujet. Je vais vous demander de vous présenter. C'est un peu masculin, il paraît que c'est pas bien, mais bon, on va faire avec. Voilà. Je vais vous demander de vous présenter au titre de vos capacités et également de me peut-être sortir un mot, ou en tout cas pas trop de mots, sur ce qui vous semble avoir caractérisé cet épisode climatique cette année. Remarquable. Donc comment vous l'avez vécu dans vos différentes responsabilités? Alors, je sais pas, Pierre-Yves, tu commences? Allez, donc bonjour, Pierre-Yves Tourlière, responsable agronomique et développement produit chez Timac Agro France. Donc je dirais pour nous l'année 2025, c'est l'année d'extériorisation des résultats de nos solutions, parce que oui, effectivement, il y a eu le stress climatique d'été, mais il faut pas oublier que beaucoup de zones avaient les céréales et les colzas les pieds dans l'eau en sortie d'hiver, et là aussi il y a eu besoin de redynamiser les cultures. Bernard? Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur votre table ronde. Bernard Adair, je suis agriculteur dans le sud de la Haute-Garonne, au sud de Toulouse, tout près des Pyrénées, sur une exploitation de polyculture élevage, une exploitation qui va faire sur sa partie culture des céréales en sec, du blé dur, du blé tendre, du tournesol, et sur sa partie élevage des céréales et des févroles qu'on va utiliser pour l'élevage. La première est conduite en agriculture de conservation des sols, semi-direct. La deuxième est conduite en agriculture biologique de conservation des sols, la fameuse ABC. C'est voilà, quelque chose d'assez intéressant à étudier. Pour caractériser l'année, j'ai envie de dire c'est une année assez incroyable au niveau, alors pas incroyable dans ses résultats justement pour nous dans le sud, mais incroyable au niveau des événements météo, puisqu'on a à peu près pris tous les événements météo maximum au mauvais moment. C'est-à-dire de la pluie au semis, ce qui dans nos sols argilo-calcaires n'est pas très bon, de la sécheresse ensuite, puis à nouveau de la pluie au moment de la récolte, et une très grande sécheresse sur les cultures d'été tout l'été. Donc vraiment, on ne peut pas faire plus qu'à ça. Très grande sécheresse et amplitude thermique oui, max. En vrai, c'est ça. C'est plus l'amplitude thermique qui nous a gêné que la sécheresse en soi. On a des sols à bonne réserve hydrique et en plus, par nos pratiques, et peut-être que nous en parlerons, on améliore ces réserves des sols. Par contre, sur l'amplitude thermique, ça on peut rien faire. Les 43 degrés, les 45 degrés, là, on peut pas faire grand-chose. Martin? Alors bonjour, moi c'est Martin Rollet, je suis conseiller chez AgroLigue, département de l'Orne, de l'Eure et de l'Eure-et-Loire, donc conseiller terrain auprès d'agriculteurs, et j'ai un autre mi-temps au Centre national d'agroécologie comme expérimentateur terrain. Et cette année, donc oui, année compliquée, le secteur que je couvre, donc en expé et en suivi terrain, il est variable au niveau de la pluviométrie. L'Orne il a plu, ça n'a pas été trop un souci, les mailles sont poussées même sans irrigation. L'Eure et une partie de l'Eure-et-Loire sans irrigation, ça a vraiment manqué d'eau et par certaines zones, les rendements se sont effondrés à cause du sec et comme tu l'as souligné, le coup de chalumeau de fin de cycle n'a pas aidé notamment sur les protéagineux. Alors, après cette introduction, ce sur quoi je voudrais vous faire réagir, c'est un petit peu vos retours d'expérience, donc de manière très diverse, spécifique pour Bernard, large, et puis le point de vue d'un industriel comme Timac Agro, de vous faire un petit peu réagir sur les adaptations que vous avez pu tester ou dont vous dites qu'elles peuvent être des solutions pour précisément gérer ces situations de stress climatique et qui, donc on a en tête le stress thermique fort, mais en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça puisque c'est un peu toutes les situations qu'il faut affronter depuis très humide à très chaud. Donc là, un petit peu les uns après les autres, quelles sont les idées que vous mettez en œuvre, les expériences que vous avez faites ou que vous faites pour arriver à affronter ces situations? Bernard, tu commences? Allez, volontiers. Bon,
Pour nous, le changement climatique, c'est pas une nouveauté. Le changement climatique, par définition, quand on est agriculteur, les choses ne fonctionnent pas comme ça tous les ans de la même façon. Donc on a mis en place une forme de réactivité dans nos pratiques, fondée quand même sur des impératifs agronomiques et en tout cas une recherche de l'agronomie beaucoup plus poussée. Moi, je suis de la génération où on a fait beaucoup de chimie. Aujourd'hui, je bascule dans ce temps où on va refaire énormément d'agronomie et ça, c'est passionnant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on prépare nos sols à long terme pour augmenter ces réserves utiles en eau et en nutriments également d'ailleurs par son fonctionnement. Donc, une grosse action sur le sol qui est une action à long terme, une action qui va porter ses fruits peut-être dans 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça fait combien de temps que toi, tu as mis en œuvre ce type de pratique maintenant? Alors, moi, ça fait depuis 1988 que j'ai arrêté le labo déjà. C'est-à-dire le mélange de la matière organique. Sur les cultures, j'ai importé le sorgho depuis 88 aussi. Donc ça fait quand même un petit bout d'année pour remplacer le maïs qui est plus gourmand en eau. Et dans nos coteaux secs et non irrigués, le sorgho se comportait beaucoup mieux. Donc beaucoup de démarches agronomiques, des associations également de plantes, des semis sous couvert. En agriculture biologique, un truc assez intéressant qui est le paillage du sol, c'est-à-dire qu'on va semer des sorgho fourragés, qu'on va rouler de façon à pouvoir semer en direct dedans du blé. Et ça va avoir un effet qui va contrôler les mauvaises herbes pour partie par le paillage, mais qui va également maintenir une forme de fraîcheur dans le sol pour des semis un peu plus précoces. Et ensuite, on se dirige, et ça va vous intéresser, on se dirige maintenant vers tout ce qui va être les solutions plus spécifiques pour pouvoir remplacer ce qu'on ne peut pas remplacer forcément, qui sont les produits chimiques qu'on connaît à l'heure actuelle, mais qu'il faut accompagner, et on mesure vraiment un accompagnement assez intéressant de biostimulants associés quelquefois à des désherbages ou associés à des fongicides. Alors ça va être une excellente transition. Je voudrais entendre Martin d'abord pour avoir le même point de vue, peut-être un peu plus général, et les actions qui sont menées par des organismes comme AgroLeague ou le Centre national d'agroécologie. Et effectivement, ce sera très intéressant d'entendre ensuite le point de vue d'un industriel pour pouvoir combiner l'agronomie avec des solutions de la recherche et des solutions techniques qui peut-être vont devenir nécessaires ou sont nécessaires pour accompagner l'agronomie. Donc pour limiter les stress hydriques, donc on travaille les mêmes leviers que toi, la baisse du travail du sol pour éviter l'évaporation, le semis direct le plus possible, le paillage bien sûr, et on travaille d'autres leviers qu'on a découvert il y a quelques années au Maroc, c'est-à-dire la baisse drastique de la densité de semis. Ça se fait déjà en maïs, on dit baisser la densité de semis, mais en fait ça se fait sur un blé, notamment dans le milieu conservation des sols où on sème pas toujours en bonnes conditions. Certains montent à 300, 400, 500 grammes au mètre carré. Si tout ça s'élève, on aura une énorme consommation hydrique au printemps, parce qu'il y aura beaucoup plus de végétation, et en fait on veut pas de végétation, on veut des épis et du grain. Donc l'idée c'est d'avoir le moins de végétation possible et faire que des grains gros, avec des gros épis. Donc baisser les densités de semis, peu importe la culture, limiter les énormes apports d'azote. On a tendance à se dire, il va faire sec pour un blé, je vais faire 2 apports ou un mono-apport. En expé, ça a été assez bien montré que si on fait un mono-apport, on a une régression du système racinaire. Donc en fait, il faut fractionner les apports, ça paraît contre-intuitif. Ça, c'est des leviers qu'on travaille. Gestion des couverts végétaux, si on les fait durer trop longtemps, ils consomment la réserve hydrique qui est derrière, on va pas y aller. Au retour dans nos conditions, mais on travaille surtout baisse de travail du sol, monter le taux de matière organique, favoriser l'enracinement et baisser les densités de semis. C'est les principaux leviers qu'on a pour l'instant réussi à mettre en place et qui sécurisent plutôt les systèmes. Dans la mesure où s'il n'y a pas d'eau du tout, ça ne poussera pas, quoi. Donc l'avis de l'industriel Pierre-Yves chez Timac Agro. C'est intéressant la discussion qu'on a. Je fais aussi écho à des échanges que j'ai vus récemment sur les réseaux sociaux sur la question de l'intégration de la technologie dans la gestion du changement climatique par opposition à juste des questions de sobriété. Et il se dégage quand même une tendance qui est à dire on ne pourra pas faire sans technologie. Il faut de la sobriété et dans la question agricole, il faut de l'agronomie, absolument. Mais on a besoin du travail de l'industriel. Donc c'est intéressant, Pierre-Yves, que tu nous parles de ce que vous faites chez Timac Agro, de ce que vous testez et de ce que vous observez.
Alors déjà, on n'oppose pas effectivement l'agronomie et la nutrition et la fertilisation, c'est tout à fait complémentaire. Et effectivement, les fondamentaux, les choix variétaux, les densités de semis, la matière organique comme réserve utile d'eau, la structuration du complexe argilo-humique, tout ça c'est des fondamentaux qu'on travaille chez Timac Agro depuis 66 ans que le groupe existe. On est un industriel français certes, mais très ancré à l'international. Et dans des pays comme le Brésil, comme le bassin méditerranéen, comme l'Europe de l'Est, où les stress climatiques, c'est puissance, allez, 2 minimum, c'est-à-dire que l'enjeu, voilà, pour vérifier l'expérience de la variabilité climatique qu'on peut avoir au Brésil, ça atteint jusqu'à 40% de fluctuation de rendement. Nous, allez, entre 17 et 20%, il suffit de regarder les rendements à graisse. On a développé une petite application, ça s'appelle Stress Impact, qui compare les rendements à graisse sur 20 ans. On voit un peu l'enjeu économique qu'il y a derrière le stress climatique. Donc comment on réagit nous en tant qu'industriels? Effectivement de la fertilisation, de la nutrition des plantes. On parle des fondamentaux. Vous verrez sur le stand de Timac Agro ici à Innovagri, on a insisté énormément sur la rhizosphère, sur le développement racinaire. Parce qu'effectivement, un sol bien structuré, un sol bien travaillé par les vers de terre avec des galeries, qu'est-ce qu'elles vont faire les racines? Hop, elles vont s'engouffrer dedans et elles vont aller prospecter le sol. Et on peut arriver à stimuler la rhizosphère justement. Et c'est pour ça que ces rhizotubes qui nous permettent de cibler les technologies qui vont activer la rhizosphère sont très importantes. Ensuite, effectivement, les biostimulants. Alors, effectivement, on peut pas nier que certains remettent en cause leur retour sur investissement. Nous, depuis 40 ans qu'on les développe, on sait qu'il y a des outils pour bien les positionner, des stades où, et surtout, ils ne font pas tout. Mais pour autant, je dirais, c'est aussi une solution et justement, certaines molécules comme la glycine bétaïne, certaines molécules, je dirais comme certains acides aminés, les phytolithes, la silice, sont des éléments qui vont améliorer la résistance au stress hydrique, par exemple, des plantes, en osmorégulant la cellule. Puis dernière façon de s'adapter, mais là, c'est s'adapter, c'est de se dire, bah, quand la plante, elle peut plus absorber par les racines parce que la transpiration ne se fait plus ou mal, et donc il n'y a plus d'absorption racinaire, c'est le contournement parfois par la nutrition foliaire qu'on voit avoir des effets très intéressants, mais dans des phases vraiment, ce que j'appellerais de perfusion ponctuelle pour contourner le stress. Voilà la façon dont actuellement on s'adapte, comment on évolue, et on le fait aussi grâce bien sûr aux remontées des agriculteurs et de nos commerciaux sur le terrain qui sont là pour être sensibles aux problématiques que rencontrent leurs agriculteurs et leurs éleveurs. La force de Timac Agro, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est le réseau de vos conseillers sur le terrain et leur capacité à tout à fait. Nos technico-commerciaux sont là effectivement pour aussi s'adapter, et effectivement il n'y a pas une solution à une problématique, il y a des multiples solutions à des multiples problématiques, parce que voilà, il y a culture, type de sol, climatologie, tout ça, ça se croise, et on peut pas, on a toujours la tendance à dire on ne fertilise pas je dirais la même culture avec le même engrais. Or, le principe de la fertilisation, c'est de dire finalement c'est l'ammonitrate, le DAP pour tout le monde. Non, il y a des situations où les facteurs de blocage sont trop importants pour que le DAP ait une bonne efficacité. Voilà. Réaction, Bernard, je te vois opiner du chef. Oui, totalement. Je voudrais réagir à la question que tu as posée et qui a été argumentée. Je fais partie des agriculteurs qui ne pensent pas que les biostimulants vont remplacer à 1 pour 1 les solutions chimiques que nous avons. Je ne crois pas du tout à ce qu'on trouve l'équivalent du Roundup en solution organique ou émanant de biostimulants. Pas du tout. Ceci dit, dans la privation que nous avons de solutions chimiques et qui est dans le sens de l'histoire, je crois que personne ne va remettre ça forcément en question, mais en tout cas ce temps de privation, faut qu'on l'accompagne pour les agriculteurs, et l'adjonction quelquefois de biostimulants dans ces moments de privation peut contrecarrer le panel de solutions qu'on peut avoir. On rend quelquefois des matières actives encore efficaces parce qu'on les complémente, ou même, je repense à l'été dernier sur mes sojas, j'ai fait des désherbages sur des sojas qu'on désherbe avec quelquefois des herbicides un peu costauds, qui vont ensuite filer sur du 40 degrés, on fait des désherbages à 6 heures du matin, et qui vont filer sur du 40 degrés vers 8 ou 9 heures du matin. On a ressenti, je ne pourrais pas vous dire le produit que j'ai utilisé avec, mais on a ressenti quand même un apaisement sur la phytotoxicité de ces produits sur le soja. Donc là, on parle de combinaison de solutions. Totalement.
Voilà. Martin, je te fais réagir, mais enfin, je connais la réponse, mais c'est ton expérience aussi, cette capacité combinée de l'agronomie, de la chimie quand elle est disponible, et des biostimulations et des biostimulants. J'ai un avis plus mitigé. Dans le cadre du soja, on l'a vu en expé et on l'a lu en littérature scientifique, notamment les phytoalimazamox qui se corrigent très bien avec des acides aminés. Ça c'est prouvé, reprouvé. Ça c'est vrai, ça marche très très bien. Après, de mon point de vue, quand on a vraiment des stress énormes, quand la plante elle est mal embarquée, ça se corrigera peu ou pas. Il faut surtout charger en matière organique, quoi. Voilà. Alors, je voudrais aborder un autre thème. En fait, c'est un petit peu abordé déjà ou indirectement, mais qui dit solution complémentaire aux nouveaux produits, il y a un problème d'équation économique dans cette affaire. Comment on le gère? Si on doit apporter des solutions compte tenu des contextes de marché qui sont ce qu'ils sont. Comment est-ce que toi concrètement tu fais les arbitrages, Bernard, dans ta ferme pour considérer une solution et voir est-ce que le bilan économique, est-ce que le jeu en vaut la chandelle en définitive? Alors, par rapport au bridge qu'on met en place nous pour évoluer, celui sur lequel on va mettre le plus d'investissement, c'est l'agronomique. Donc c'est vraiment sur le pan agronomique. Ce pan agronomique, c'est beaucoup de temps finalement, et enfin de temps, d'analyse, de suivi de parcelles, de coups de bêche. Celui-là, c'est pas un gros investissement économique. On va passer dans l'économique à partir du moment où on va mettre des couverts végétaux. Ces couverts végétaux, si on veut pas que ça coûte cher, on pique dans le stock de Faverolles et d'avoine et on fait ces couverts végétaux là. C'est pas le plus parfait, c'est pas exceptionnel, mais en tout cas c'est un bon début. Ensuite, on peut aussi aller dans des couverts végétaux beaucoup plus compliqués. Cela, faut mettre un petit peu d'argent. Très souvent en région, il y a quand même des aides aujourd'hui qui vont naître d'accompagnement pour pouvoir financer ça. Donc ça, c'est le premier volet, celui dans lequel je mets le plus d'argent. Celui qui nous intéresse, qui va être, est-ce que je mets de l'argent dans les biostimulants? Dans les biostimulants, je vais raisonner par les trois catégories, désherbage, protection fongicide et protection insecticide. Chez nous, protection insecticide, on arrête, tout simplement, et ça fait longtemps qu'on a arrêté. On est un petit peu écolo quand même aussi, donc on a arrêté. Sur les fongies, on fait des choix variétaux. Ces choix variétaux nous permettent d'utiliser des espèces ou des variétés résistantes. Le désherbage, on n'a pas le choix. Qu'importe la variété, qu'importe le choix, c'est quand même notre point le plus compliqué. Donc là, si on a des solutions qui nous permettent de rendre notre désherbage plus efficace, on prendra. Je ne vais pas dire peu importe le coût, mais presque. Donc en fait, l'arbitrage que tu fais, c'est par type de protection en définitive. C'est-à-dire que tu privilégies la protection qui est la plus contraignante ou qui représente la plus grande impasse potentielle, au détriment des autres qui sont plus contrôlables. Les autres, on sait les contrôler. Voilà. On prend une variété ou une espèce qui est moins sensible à plein de choses, on a réglé le problème phytosanitaire. Par contre, sur les désherbages, nous on a des sols très argileux, très lourds. C'est difficile, c'est pas plat comme ici. Ici, il pleuvait cette nuit et aujourd'hui, les machines commencent à retravailler. Chez nous, c'est pas possible. Donc, si on attend 2-3 jours, on peut pas faire d'intervention, ou en tout cas, les interventions sont trop éloignées de l'objectif. Est-ce que ce type de raisonnement, dans les expériences et dans les rencontres que tu as avec les agriculteurs, est-ce que c'est le même genre de raisonnement qui est fait un peu partout dans ce que tu as pu observer? Oui, totalement. Surtout pour des cultures bas revenus ou bas intrants, type colza, blé, orge, maïs. C'est des cultures qui payent peu ou pas, donc on n'a pas les moyens de faire de la consommation entre guillemets de luxe. Par contre, sur des cultures à plus haut revenu, comme la pomme de terre ou le lin, qui sont des plantes qui répondent très très bien aux pulvérisations foliaires en cas de stress. Là, on travaille beaucoup la fertilisation secondaire, dont Timac travaille aussi, bien sûr. Mais on sait qu'un lin qui est calé parce qu'il y a un coup de sec, un coup de pulvérisation foliaire à base d'oligo-éléments, le lin va repartir, quoi. Et pareil pour la pomme de terre. Sur des cultures qui permettent une meilleure marge. Sauf cette année pour la pomme de terre, mais c'est exceptionnel, quoi. Pierre-Yves, donc vous, l'enjeu évidemment, c'est d'arriver à trouver des solutions, et que les solutions que vous proposez, elles aient une équation économique. C'est aujourd'hui en agriculture, c'est un petit peu fondamental. Donc vous procédez comment pour arriver à mettre au point ces solutions et expliquer aux agriculteurs
pour faire les bons arbitrages et la valeur ajoutée apportée par la biostimulation que vous pouvez proposer? Alors, dans la première étape, c'est que les biostimulants ont un cadre réglementaire, qu'il soit européen ou qu'il soit français, qui nécessite de garantir une traçabilité, une uniquité, mais également une efficacité. Donc déjà, il y a cet élément-là qu'on travaille en amont par tout le travail de recherche et développement qui est fait chez Team Agro. Donc ça, c'est l'AMM. Voilà, là, c'est tout ce qui est l'AMM et tout le travail de R&D derrière. Le screening, on a des outils de phénotypage, on a des outils, je dirais, très technologiques pour mesurer l'effet des produits. Comme je vous dis, vous pourrez regarder sur le stand les rhizotubes, c'est des équipements où on peut justement regarder l'architecture racinaire et l'effet des extraits d'algues, des extraits humiques, des acides aminés qu'on peut apporter, à quelle dose, à quel stade pour avoir leur meilleur effet. Donc ça en amont du lancement d'un produit, mais bien sûr, c'est pas parce qu'on a démontré dans un dossier scientifique que le produit était efficace, c'est est-ce qu'il est efficace chez moi. Donc c'est clair que ça, et je comprends tout à fait un agriculteur dont c'est le raisonnement, est-ce que ça va marcher chez moi. Donc tout ça, ça se base sur de l'accompagnement terrain et du suivi. On fait des plateformes d'expérimentation, on a plus de 1000 répétitions de différentes modalités de fertilisation sur le terrain qu'on analyse, et ça fait partie de la mesure du retour sur investissement. Bien sûr, ces solutions technologiques ont un coût, mais avec une volonté qui est d'améliorer l'efficience de la fertilisation et l'amélioration de la résilience au stress. Là, typiquement, par exemple, sur le salon, on lance une nouveauté qui s'appelle Topphos Silly-Up. Ce Topphos est connu, je dirais reconnu comme étant un phosphore plus efficace au niveau du champ. Mais là, on va en même temps l'associer, et par rapport à cette thématique de résistance au stress, à des extraits de silicium qu'on va avoir de deux types, d'ailleurs, qu'on fait dans le process, qui vont permettre d'améliorer la résistance de la plante au stress hydrique. Et on parlait justement de la problématique du désherbage. Là, on a une parcelle qui a été désherbée avec du pampa au mois de juillet, enfin au mois d'août, parce qu'il y avait des repousses d'orge. On voit que ça a cogné le maïs côté DAP, ça a moins cogné que du côté Topphos Silly-Up. Donc, effectivement, ces aspects-là de est-ce qu'une technologie peut améliorer, en tout cas, comme vous l'avez dit, elle ne remplacera jamais, mais elle peut améliorer l'efficacité ou la résilience. Nous, on en est fermement convaincus, et ça fait plus de 66 ans qu'on le fait sur le terrain. Oui. Et donc il y a des arbitrages à faire quand même, parce que si on dit que ça améliore, ça veut dire qu'il faut passer la solution conventionnelle plus la biostimulation. Donc il y a des arbitrages à faire, soit comme dit Bernard, au détriment d'autres types de protection, soit en termes de dose. Sinon, on n'arrive pas à passer tous les produits. Voilà, c'est vrai que juste peut-être un petit point, il y a le biostimulant qu'on peut utiliser en pulvérisation, on l'a dit, associé avec des oligo-éléments ou associé avec d'autres minéraux, mais il y a aussi le biostimulant associé à un engrais. D'accord? Donc là, typiquement, le Topphos, c'est un starter, reste un NP, mais sur lequel on va associer un biostimulant. Donc ça, c'est une possibilité d'améliorer l'efficience d'un engrais, on va dire traditionnel, on peut dire, même s'il n'est pas du tout traditionnel, parce que le Topphos est une exclusivité Team Agro, mais on peut améliorer l'efficience d'un engrais en y ajoutant également un biostimulant. Donc il faut bien séparer le biostimulant entre guillemets complémentaire d'une pulvérisation anti-stress vis-à-vis d'un désherbage. Donc ça, effectivement, mais aussi l'associer à un engrais pour améliorer son efficience. Et sur le phosphore, c'est particulièrement important. Je pense que quand on est effectivement aussi, alors justement, on n'a pas parlé de la stratégie de fertilisation au sens strict, mais souvent le démarrage de la culture, l'assise de la racine est fondamentale pour pérenniser la culture derrière. Et donc c'est vrai que la localisation, et aussi quand on parle de technique d'association, il y a l'engrais et la façon dont tu l'utilises. Et effectivement, nous on voit aussi une tendance lourde par l'équipement aussi au développement de la localisation qui permet d'optimiser la nutrition à des phases très stratégiques de la culture. Tu veux réagir, Bernard, par rapport à ça? Je pense que ça fera une bonne transition avec mon dernier thème. Oui, complètement, parce que là on est sur une clé vraiment de réussite dans le semi-direct. Le semi-direct, ce qui est important, c'est la compétition que va faire la plante que l'on sème avec les autres plantes, et l'idée c'est de la faire partir le plus vite possible et la faire démarrer le plus vite possible, de la biberonner. Donc ce qu'on fait nous, on a nos cocktails un peu particuliers qu'on fait à base de croyances qu'on connaît nous. Je parle pas de thé ou d'enrobage de semences là. Je parle vraiment d'association d'oligo-éléments ou vraiment de biostimulants au départ. Ces biostimulants vont permettre de biberonner la plante et la plantule d'abord au tout départ, lui permettre de s'installer et de gagner cette compétition qu'aujourd'hui on ne régule pas avec les herbicides autant qu'on voudrait, comme par le passé où c'était vraiment table rase sur tout.
Donc on a vraiment cet élément qui est hyper important. Faire en sorte de donner toutes les chances aux plantes qu'on cultive de prendre le pas sur tout le reste. Oui, et là je crois, et là je parle avec conviction, là je crois qu'on a une clé pour tous ceux qui se lancent dans l'agroécologie ou dans ces systèmes de conservation. On a une clé qu'il faut diffuser rapidement parce que sinon, tous ceux qui se lancent dans le semi-direct vont avoir ce côté un peu déceptif qui va être ah ouais mais bon le champ du voisin ça pousse super vite, le mien ça pousse un petit peu moins vite, et chez nous on n'a pas eu cet effet dépressif parce qu'on a utilisé très rapidement et très tôt et dès le départ d'ailleurs des associations avec des biostimulants ou des oligo-éléments dès le départ. Alors ça c'est une transition avec mon dernier thème. Il y a les situations qu'on connaît aujourd'hui, mais les choses vont très très vite, les impacts du changement climatique sont forts, donc les choses changent. J'aimerais vous entendre sur les observations et les recherches que vous faites pour continuer à avancer et continuer à réfléchir, à améliorer ou à gérer des situations qu'on va devoir gérer différemment parce que telle ou telle solution sera plus disponible. Voilà, quel est le travail que vous faites? Peut-être, je pense que c'est une bonne partie du travail du Centre national d'agroécologie et d'AgroLigue dans une mesure. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour préparer demain, au-delà de ce dont on a parlé qui est aujourd'hui, mais commencer déjà à réfléchir à demain? Bernard en a parlé, c'est intéressant ce que tu viens d'expliquer, mais est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres voies de réflexion et d'innovation potentielle pour demain? Donc on travaille plusieurs sujets. Par exemple, s'il fait extrêmement sec qu'on n'a pas d'irrigation, on abandonne le maïs parce qu'on sait qu'un maïs, dans les zones où on est ici, en dessous de 10 tonnes, on perd de l'argent, quoi. Donc on essaie de changer de culture pour des cultures qui seront moins exportatrices, donc moins consommatrices d'eau, comme par exemple du pavot ou de l'œillette. Des choses qu'on travaille. Nouvelle culture. Nouvelle culture, mais à rémunération, quoi. Et où on est sûr que pour avoir une rémunération suffisante, il faut faire 1,5 tonne, 2 tonnes, et même aux conditions de stress hydrique, on ira les chercher. Ça, c'est une première chose qu'on travaille. Les densités de semis, c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment expliqué. Voilà. Et on a commencé cette année à travailler de la fertilisation en fond de striptil sur le maïs, par exemple. C'est des essais qui nous sont venus de Chine, donc on essaie de regarder à l'étranger ce qui se fait. Et les Chinois ont montré que quand il fait extrêmement sec, mettre la fertilisation en fond de striptil, donc à 20 cm, on peut mettre 150 kg d'urée, il n'y aura pas de cytotoxicité, et en fait le maïs, il aura son second apport pour son stade stifeuille dans le sol en fait, et sans perte. Et ce système permet d'avoir un système racinaire qui va s'enfoncer plus profondément, plus rapidement, et donc dans une certaine mesure de limiter le stress hydrique. On a un essai là-dessus par exemple cette année. Bon, ben c'est des choses très intéressantes. Merci. Bernard? Alors oui, nous sommes. C'est la question où je vais peut-être prendre un peu de temps, mais c'est vraiment notre phase qui nous plaît le plus, hein, et qui est la plus passionnelle chez nous, c'est-à-dire toute l'expérimentation. Alors on est divisé en deux, vous l'avez compris, un côté de la ferme en agriculture de conservation des sols, mais en agriculture classique, enfin chimique autorisée, et puis l'autre en ABC. L'ABC, l'agriculture biologique de conservation, c'est là où on se fait le plus mal, hein. En fait, c'est là qu'on va au maximum de ce qu'on peut faire, puisqu'on n'a que le rempart agronomique qui nous permet d'avoir de la culture. Alors ces cultures, elles sont dédiées à l'alimentation du bétail, ce qui fait que c'est un petit peu moins grave. Si c'est un petit peu sale, on va le trier. Si y a un peu de déchets, on va lâcher les vaches dedans. Donc c'est une zone expérimentale qui est pas mal, et qu'on arrive à récupérer si jamais avec le troupeau et le bétail. Mais en tout cas, ça nous permet de nous mettre en rupture intellectuelle et en rupture avec les mauvaises habitudes qu'on peut avoir, ou en tout cas nos habitudes anciennes. Si elles sont pas mauvaises, elles sont anciennes. Et là, ça nous oblige à raisonner et à penser différemment pour pouvoir maintenir une culture sans produits chimiques, sans irrigation, sans artifice et sans apport autre. Donc ça, c'est notre zone maximale. Sur l'agriculture de conservation, dans la lignée de ce qui vient d'être dit, nous pratiquons, ou en tout cas nous allons vers un système qu'on essaie de maîtriser de plus en plus, qui est celui du strip-till sur les cultures de printemps. Donc on va faire un premier rapport pour utiliser ce qu'on appelle l'effet pot de fleurs.
c'est-à-dire avec le strip-till, on va faire un apport de matière organique ciblée sur la ligne de semis. Plutôt en grande quantité d'ailleurs. On va mettre la quantité par hectare sur la ligne de semis. Là, on parle de matière organique uniquement. Ensuite, ça va pendant tout l'hiver, ça va évoluer, ça va avancer. Au printemps, on va faire un apport qui va amener souvent des DAP et quelques petits produits en plus pour que le tournesol et le sorgho aient là-dedans de quoi puiser et partir et gagner un peu cette bataille contre le temps. Et on va nourrir uniquement la bande de semis et pas le reste du terrain. Donc ça, on espère, on l'a pas contrôlé, mais on espère que ça va limiter également les pertes en nitrate et en tout cas ça réduit les apports en nitrate par 3, tout simplement par 3. Ça c'est des voies très intéressantes. Pierre-Yves, la manière dont vous conduisez ces recherches. Bien sûr, dans ton cours. Moi, je trouve ça passionnant de voir qu'il y a des recherches qui sont faites par les agriculteurs directement sur le terrain et sur lesquelles il faut arriver à capitaliser pour les faire développer. Mais enfin, voilà, il y a des choses qu'on peut tester et continuer à avoir des idées. Les agriculteurs adorent ça. On les met pas assez en valeur. C'est ce que je pense. Alors c'est vrai que j'ai déjà dévoilé un petit peu le côté innovation puisqu'on en lance une lors du salon, mais l'innovation c'est au cœur de Timac Agro et demain par exemple on sait aussi que on parlait de matériel, on a une présence, on a eu une présence en Australie aussi où effectivement la double localisation d'engrais par exemple à 2 profondeurs, grosso modo ils fertilisent le blé une fois et après ils se démerdent parce qu'ils savent très bien que ils peuvent perdre tous les quintaux à la fin, donc ils vont plus investir derrière. Donc en fait ils mettent toute la bouffe au départ, donc mais parce qu'ils ont aussi les matériels qui permettent de le faire. Donc il y a en fait un croisement entre la technologie, la façon de l'utiliser, le matériel. On résume ça souvent avec le bon produit au bon endroit au bon moment, mais c'est un peu ça quoi. C'est-à-dire que nous on est là avec peut-être la prétention de fournir le bon produit, certainement le meilleur aussi, mais en tout cas c'est notre volonté de dire il n'y a pas que la nutrition et les éléments, il y a leur absorption par la plante et là il y a des leviers pour améliorer ça. Et effectivement, la stimulation du développement racinaire était au cœur de nos produits, que ce soit l'Iris, le Fertiactile, le Topphos. On continuera dans ce levier-là parce que on le dit souvent en adage, avant de penser à faire 8 tonnes de grains, il faut penser à faire 5 tonnes de racines. Et ça, on l'oublie souvent parce qu'on le voit pas. Et quand on parle de stockage carbone, le carbone racinaire, c'est que ça contribue jusqu'à 3 fois plus que le carbone aérien dans le stockage carbone durable dans le sol. Donc c'est pour ça que nous, on est des fervents défenseurs de la stimulation racinaire et on continuera à innover, à développer dans ce domaine-là. Merci Pierre-Yves. On arrive au bout du temps. Je voudrais juste un mot de conclusion, mais en fait on a déjà beaucoup abordé ce mot de conclusion. Ma question c'était à quoi pouvait ressembler une exploitation en 2035 qui sera adaptée au stress climatique. Moi ce que je retiens de ce que vous avez dit c'est combinaison de solutions et ce que tu viens de dire Pierre-Yves c'est vraiment ça et ces combinaisons de solutions c'est incluant la mécanique. Faut vraiment réfléchir combinaison de manière extrêmement large. Je ne sais pas s'il y a un mot qui vous vient à l'esprit pour conclure cette table ronde. Ah oui, moi c'est très clair, c'est une agriculture où on voit des champs couverts toute l'année, c'est-à-dire zéro sol nu, pour faire joli aussi d'ailleurs, mais pas que. Et des agriculteurs heureux d'avoir retrouvé de l'agronomie et du sens agronomique, c'est-à-dire des agriculteurs heureux d'avoir des récoltes, mais une récolte n'est pas que la récolte qu'on cherche, c'est aussi l'interculture et des sols couverts. Des sols couverts pour des agriculteurs heureux, ça rime pas mais c'est bien quand même. Allez. Martin. Pour moi, en 2035, ça serait des fermes très 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 light en intrants qui font 0 charge et qui leur permettrait de gagner de l'argent même en année où il y a très très peu de rendement. En mettant en place tous les leviers en plus de sécurisation vis-à-vis du stress hydrique. Ça va pas faire plaisir à Pierre-Yves. Pierre-Yves, à toi le mot de la fin. À moi le mot de la fin. Alors là où je reviens, c'est clair que de toute façon le carbone c'est la vie des sols, c'est la vie de la plante puisque son métier c'est de stocker le carbone et de le capter dans l'atmosphère. Mais une fois qu'on a travaillé cette fertilité naturelle, c'est ne pas oublier les 2 piliers fondamentaux qui sont la bouche de la plante, la racine, et l'usine à produire qu'est la photosynthèse. Et que là, il y a des leviers pour l'activer. Super, écoutez, merci beaucoup. J'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que les visionneurs auditeurs aussi.
Merci à Timac, merci à CoFarming pour cette organisation et à bientôt pour une prochaine table ronde.